Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 44 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Cet épisode fait suite à l'épisode 43, alors si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y avant ou après, peu importe. Tristan Champion est l'auteur du livre « La barbe et le biberon », un livre inspiré de sa propre expérience en tant que père français en Norvège, qui a passé 5 mois en congé paternité avec sa fille. Sa compagne Louise est norvégienne et après avoir accueilli leur petit garçon Émile en France, la famille accueille Nora en 2017 dans le pays d'origine de Louise, la Norvège. Et c'est là que ça se corse pour Tristan. On connaît la réputation des pays nordiques et leur avance considérable en matière d'égalité. Eh bien là, Tristan s'est heurté à un sacré choc culturel. Il a dû passer 5 mois seul avec leur fille Nora. Si l'idée ne l'a pas enchanté de prime abord, la réalité vécue avec elle a transformé sa vision de la paternité. Aujourd'hui, il est engagé et milite pour que la France bouge sur ces questions extrêmement importantes. Mais pour cela, il faut comprendre le contexte dans lequel Tristan a évolué dans le pays des Vikings. Et on vous explique tout ça dans un entretien passionnant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Tristan. Salut Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton livre. On va parler beaucoup d'égalité homme-femme et notamment autour de la parentalité. Mais d'abord, tu es papa donc de 2 enfants. Est-ce que tu as eu l'impression de devenir père ou en tout cas de vivre une sorte de patrescence au moment de la naissance de ton fils ou un peu après au moment de la naissance de ta fille ? Dès la naissance de mon fils Émile à Paris, il y a maintenant 6 ans de ça, je me suis quand même senti père forcément dès le premier, mais c'est vrai que c'est venu pas tout de suite, ça a mis un peu de temps, je dirais 2 semaines, et je me rappelle vraiment que je me suis senti père quand j'étais tout seul avec lui, que je l'avais mis dans mon châle, dans mon porte-bébé, et que je me baladais tout seul dans un marché du 12e arrondissement de Paris où j'habitais. Et j'avais le regard des marchands, j'avais euh, la responsable du restaurant japonais où j'allais tout le temps qui m'avait fait un cadeau. J'étais vraiment seul avec mon bébé et je voyais le regard de la société sur moi qui me regardait en tant que père. Et là, je me suis dit, mais Tristan, t'es vraiment père. Parce qu'avant, j'étais juste accompagnateur de la mère, Louise, ma femme, qui s'en occupait tout le temps et moi je l'aidais, j'allais acheter les couches, j'allais acheter les pommades, etc. J'étais en soutien d'elle, mais j'étais pas seul avec lui. Et ça a tout changé pour moi quand la société a posé son regard sur moi en tant que père. Ah ouais, c'est le regard des autres qui t'a fait prendre conscience de ce que tu vivais en fait. Exactement. Et je pense que quand même, j'étais juste en fait, c'était qu'au départ, j'étais pas vraiment père, j'étais celui qui aide la mère pour que tout se passe bien. Et c'est quand, voilà, les amis, la famille, et quand je me retrouvais seul avec mon fils et d'autres personnes autour de moi, que je me suis dit, Tristan, en fait, t'es père, c'est toi le responsable. Il n'y a personne d'autre que toi pour s'occuper de lui, pas là, pendant les 2, 3 prochaines heures. Et ça va vachement jouer dans mon sentiment et ma fierté d'être papa.
Bon, j'imagine évidemment que ça a été une toute autre histoire avec Nora, ta fille, que tu as eue en Norvège, et c'est l'objet de ce podcast. Tu as écrit un super livre que j'espère beaucoup de pères vont lire sincèrement. Dans ton livre, il y a une grande partie qui est consacrée à ton cheminement pour accepter de passer 5 mois avec ta fille pendant un congé paternité. Pourquoi est-ce que tu penses que tu étais si réfractaire et peu concerné par la prise de position en tant que père dans l'éducation de la petite enfance? Ben, en fait, c'était pas du tout dans mes repères structurellement par rapport à la société norvégienne où il est attendu que les pères s'occupent si longtemps de leurs enfants. Moi, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là parce que en France, quand je travaillais à Paris, autour de moi, il y avait aucun père qui s'arrêtait plus de 10 jours pour s'occuper de leur enfant. Leur congé paternité était limité à ce que l'État donne, hein, donc 11 jours de congé paternité et quelques jours de congé de naissance. Et donc autour de moi, j'avais personne qui s'arrêtait si longtemps. Et ceux qui voulaient le faire, ben bon, ils regardaient vaguement quelles étaient les règles en France, mais il y avait on était rémunéré avec un congé parental potentiellement de quelques jours, mais c'était que 400 € par mois, donc personne ne le faisait. Et donc, quand t'as personne autour de toi qui s'arrête aussi longtemps, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais faire ça si personne le fait? Donc déjà, j'étais réfractaire parce qu'il y avait personne autour de moi en France qui le faisait, ni mon frère ou mes cousins, mes collègues. Ensuite, franchement, je vais être honnête, moi, je suis plutôt quelqu'un de carriériste ou un peu, moi, j'ai une ambition professionnelle et j'avais une angoisse, c'est que ma chef voit en moi potentiellement pas un mauvais employé, mais un employé qui va privilégier sa vie perso par rapport à sa vie pro si je m'arrêtais si longtemps. J'avais peur de m'étiqueter comme certaines femmes peuvent être étiquetées parfois, j'avoue, quand notamment Souvent, elles tu ont peux un le dire? enfant. Souvent? Souvent, en fait, ouais, en fait, souvent quand les femmes ont un enfant, j'ai remarqué en France, il y avait quelque chose qui me perturbait un petit peu, c'est que je comprenais que donc elles doivent s'arrêter, ça c'est la loi, c'est comme ça. Mais souvent, quand elles revenaient du congé maternité, elles étaient changées. Et c'est comme si tout d'un coup, il y avait eu un événement dans leur vie qui leur faisait complètement déprioriser leur vie professionnelle. Mais quand on est un homme en France, on regarde ça un peu de loin et on se dit plutôt, ah, en fait, ce qui se passe, en fait, nous, pour les hommes indirectement, c'est que non seulement ta collègue femme, elle devient un peu moins carriériste parce qu'elle a son enfant, mais en plus, elle doit avoir plus à jouer entre vie professionnelle et vie personnelle. Et en fait, petit à petit, elle s'investit un tout petit peu moins dans l'entreprise, et ce qui donne aussi pas mal de nouvelles portes pour nous, les mecs. Et moi, ce qui m'avait marqué en France, c'est que j'avais une collègue qui s'appelle Julie, si tu m'écoutes. On était au même poste et elle a eu son enfant et moi aussi, on l'a eu pratiquement en même temps. Et elle, je la voyais, bah, avec sa grossesse, elle s'arrêtait un peu plus tôt pour travailler parce qu'elle était fatiguée. Et puis quand l'enfant est né, après, elle a un peu moins appuyé sur le champignon pour le boulot, alors que moi, à l'inverse, notre chef, il me disait, bah, Tristan, t'as un peu plus de temps, tiens, voilà un dossier intéressant. Et moi, ça me faisait à l'inverse un peu grimper dans l'entreprise. Je dirais pas que je prenais avantage consciemment à ce que ma collègue soit enceinte, mais quand même inconsciemment, je tirais plus ou moins bénéfice du fait qu'elle devait un peu moins s'investir au travail. Et Et ça t'avait jamais posé problème? Enfin, ou t'avais jamais non, mais en fait, vu ça de j'avais pas. manière... Non, c'est quand ça m'est arrivé en Norvège ou quand ça allait m'arriver en Norvège que j'ai commencé à réfléchir à cette situation-là qui m'était arrivée en France. Mais j'étais pas devenu un mec aux dents longues qui se jetait sur le projet maternité de sa collègue pour grimper dans l'entreprise. Hein. C'est juste que ça se faisait naturellement. C'est genre, et ce qui était fou, c'est que moi aussi j'étais papa au même moment que elle était maman. Mais nos trajectoires professionnelles étaient hyper différentes. Et j'avais peur de la trajectoire de Julie, qu'elle soit la même pour moi en Norvège, puisqu'en Norvège, moi aussi, j'allais devoir prendre 5 mois de congé paternité. Tu vois, je te dis, j'allais devoir même. Comme j'en avais pas forcément envie, ça aussi, ça me faisait peur, l'impact professionnel. Et puis après, il y a le troisième truc qui me faisait un peu peur dans cette idée de congé paternité. Et là, j'avais écouté beaucoup de femmes qui en parlaient en France, c'était le fait d'être isolé et seul avec son enfant. Hmm.
Ça, franchement, j'entends beaucoup de femmes qui disaient oui, c'est pas du tout une partie de plaisir. Il y a beaucoup de, il faut s'en occuper 24 heures sur 24. C'est pas facile. Et puis en plus, il y a pas beaucoup d'interaction. Qu'est-ce que je vais faire pendant si longtemps avec un bébé? Ça, franchement, ça m'enthousiasme pas. Tu me dirais, reste un bébé, reste 5 mois avec un enfant de 4-5 ans. Franchement, je le ferais direct. Un bébé de 5 mois à 1 an qui parle pas beaucoup, qui bouge à peine, c'était pas du tout quelque chose qui m'inspirait. Même si c'était ma fille et que je l'adore et que je ferais tout pour elle. C'est pas la question, mais c'est plus que je me projetais pas forcément je projetais pas cette période comme une période de joie et de rencontres et d'épanouissement personnel. Vraiment pas. En fait, c'est vrai que c'est toute la culture autour, en France autour de ça qui a pesé sur tes épaules. C'est ton entourage, Oui, personne ne le fait, pas de modèle, et personne t'a jamais expliqué qu'il y avait un intérêt et que ça pouvait être cool. c'est clair. Mais aussi parce que ce dont je parle dans le bouquin, c'est la différence qu'il y a en France où j'ai l'impression que le congé maternité est vécu vachement de manière isolée, et en Norvège où en fait j'ai découvert un système qui transformait une période potentiellement d'isolement en une période d'épanouissement presque collectif où on crée du lien social avec d'autres parents. Parce qu'en fait, la Norvège, là où elle a tout compris pour moi par rapport à d'autres pays, c'est qu'elle a compris qu'il y avait des enjeux d'isolement pendant cette période et elle met en lien tous les parents. Donc il y a des groupes de mamans, des groupes de naissance qui sont organisés par la commune d'Oslo, là où on habitait par exemple. Ma femme, elle a été mise en contact tout de suite avec des mères qui accouchaient au même moment qu'elle et qui habitaient près de chez nous. Et le but du jeu, c'est qu'elle se forme un groupe de naissance de 6, 7 mères et qu'elles passent en fait les 4 mois de congé maternité ensemble et qu'après, les pères qui vont prendre le relais des mères pour leur congé paternité continuent et s'occupent aussi des enfants entre pères ou entre deuxièmes parents. Et du coup, en fait, le fait que du coup, il y ait ce genre d'activité qui est mis en place, ça fait que je me disais finalement, Tristan, tu vas pas forcément passer ton congé paternité tout seul, il va y avoir des choses qui sont mises en place pour t'aider à le faire collectivement. Et ça, c'était un frein qui s'est levé petit à petit. Ouais, justement, j'allais te dire, c'est quoi le moment où tu dis, bon, ok, en fait, ça va le faire. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis et te lancer? En fait, j'ai demandé à des copains norvégiens, mais qu'est-ce que vous faites pendant votre congé paternité? Et pourquoi vous faites... Enfin, moi, je leur ai dit, mais moi, je projette de l'isolement, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Et donc, j'ai un copain, Marvin, qui m'a dit, mais lui, c'est le spécialiste du congé paternité, il a adoré son congé paternité. Il me dit, Tristan, j'ai plein de conseils à te donner. Et puis, tu vas voir, à Oslo, tout est fait pour te faciliter la vie. Il m'a expliqué donc qu'il y avait des balades en forêt, par exemple. Concrètement, il y a une association qui te propose de faire des balades en forêt en poussette avec d'autres parents qui habitent à côté de toi. Donc, du coup, il m'avait donné tous les mercredis, j'allais balader ma fille dans les forêts d'Oslo. Des cours de papa et bébé swimming. Il m'a donné des cours de papa et bébé yoga, des conseils pour même, il y a des églises où tu peux faire des chants et chanter avec ta fille dans une sorte de chorale pour bébé. Il y a même des musées, par exemple, le musée d'art moderne, tous les jeudis, il organise une visite collective avec des parents en poussette, de manière à ce qu'on puisse aussi profiter d'œuvres d'art entre parents qui sont avec leur bébé. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial, bon, il m'en a sorti des dizaines et des dizaines des conseils comme ça. Il m'a dit, tu verras, il y a plein d'activités pour toi, tu vas jamais avoir le temps de t'ennuyer. Si tu veux faire des choses et que tu es bien organisé, tu vas pouvoir les faire. Et ça, je t'avoue que ça m'a vachement aidé en me disant, en fait, ça se trouve, cette période, elle va être cool. Ça se trouve, j'ai rencontré des gens et ça se trouve, je vais découvrir même une nouvelle culture, de nouvelles personnes. Et ça m'a vachement décoincé. Ouais, donc tu as eu besoin que des pères qui avaient déjà expérimenté ça, finalement, c'est hyper important d'avoir des modèles. C'est hyper important d'avoir des modèles et puis aussi, c'est hyper important d'être un modèle parce que quand même, tu sais, en Norvège, 70% des pères prennent au moins 3 mois de congé paternité. Donc si moi, le Français qui habite là-bas, commençait à dire non, mais moi, je vais pas faire votre truc, parce que c'est pas obligatoire, hein, le congé paternité, t'es pas non plus obligé de le prendre. Euh,
si je commençais à donner l'image d'un papa un peu ringard, un peu hyper conservateur et un machiste un peu ridicule, je vois très bien que j'allais aussi pas du tout m'intégrer dans la société. Et donc, du coup, j'avais aussi envie de donner l'image d'un père responsable moderne. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de le faire. Et contrairement à la France, où là, ça aurait vraiment fait tâche de me prendre seul 5 mois de congé paternité avec mon fils Émile, là, en Norvège, ça aurait fait tâche que je dise, oh non, 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 moi, je prends pas de congé paternité pour toi, ma fille. Alors, ce qu'on va expliquer, c'est que le congé, il est rémunéré à 100%. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça se répartit, ces congés parentaux en Norvège? Est-ce que le modèle que vous avez choisi avec ta femme Louise? Oui, alors en Norvège, on a 10 mois de congés parentaux rémunérés à 100% du salaire qui sont à répartir entre la mère, le premier parent, et le père, ou le deuxième parent, avec quelques règles quand même. La première règle, c'est qu'il y a un quota de la mère, donc le congé maternité de 3 mois et demi, 4 mois minimum pour la mère, et un autre quota, le quota du père de 3 mois également. Et au milieu, il y a 4 mois à se répartir comme le couple le souhaite. Donc il y a une règle, c'est qu'on ne peut pas prendre les congés en même temps. Donc c'est d'abord la mère et ensuite le père ou le deuxième parent. Et les 4 mois au milieu, en fait, c'est une négociation entre les parents pour savoir qui va prendre combien. Donc par exemple, moi, mon couple, ma femme, elle est hyper féministe, elle est hyper égalitaire, ça doit être 50-50. Elle a dit, moi, je vais faire 3 mois qui me sont réservés plus 2, ça fera 5. Et toi, tu feras les 2 mois plus 3, ça fera 5 pour toi. Donc on a fait 50-50 dans notre cas. Mais dans la plupart des cas, il faut être quand même honnête, et là je m'adresse à pas mal de femmes, c'est que les femmes souvent en Norvège, elles aiment bien leur long congé maternité, donc elles absorbent le congé qui est dit à partager, ce qui fait que souvent les femmes, elles prennent 3 mois de congé maternité plus 4 mois de congé parentaux, ce qui leur fait 7, et les maris, ils prennent les 3 mois restants qui leur sont alloués. Parce que en fait, déjà, les pères parfois ils sont un peu quand même réticents à s'arrêter si longtemps, et les mères elles adorent cette période de congé maternité. Donc les 4 mois qui sont au milieu, qui sont à partager, souvent elles se l'accaparent, et c'est souvent elles qui décident aussi parce que comme la mère a accouché, elle se sent un peu plus, c'est elle qui a fait le gros du travail, on va dire, et du coup, elle se sent un peu plus légitime à à décider comment les congés à partager va être répartis dans la famille. Et donc, du coup, souvent, les mères adorent prendre les 4 mois à partager et ne laissent que les 3 mois liés au congé paternité au papa. Je sais pas si j'étais C'est une vraie clair, tu vois, société, mais c'est une vraie société ouais. matriarche. Ah ouais, c'est clair, c'est la femme qui décide. Et moi, c'est ma femme qui a décidé, hein, je t'avoue. C'est ma femme qui a dit, écoute Tristan, on fait 50-50, moi je fais 5 mois de congé mat, tu fais 5 mois de congé pat. Moi je dis, non, mais déjà, Toi, t'as j'avais fait essayé que de 10 négocier jours. dans l'autre sens, quoi. Moi j'avais dit, attends, non, bah, au début, moi j'ai fait 10 jours avec Émile à Paris, il a déjà 2 mois et 3 mois. Là, c'est déjà énorme. 5 mois tout d'un coup, non mais attends, qu'est-ce que je vais faire? C'est elle qui m'a dit non, 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 non. Moi aussi, quand j'étais à Paris, parce que ma femme, elle n'a pas non plus super bien vécu son congé maternité quand on a eu notre premier en France. Elle se trouvait un peu seule, ça l'a pas forcément réjoui de se dire je vais prendre de 6-7 mois de congé maternité. Elle avait aussi envie de retourner au travail, elle est prof, elle avait envie de revoir ses collègues. Elle m'a dit après 4-5 mois, je suis très content de retourner au travail, puis c'est à toi de t'en occuper. Donc, t'avais plus le choix. Et non. Alors, tu as mené un vrai travail de fond journalistique hein, avec ce livre, entre les études, les statistiques. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué par rapport aux inégalités hommes-femmes liées à la parentalité? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a sauté aux yeux? Tu t'es dit, c'est incroyable en fait. En fait, il y a un premier truc qui m'a choqué, et c'est d'abord le fait que quand tu es en Norvège et que tu as entre 20 et 25 ans, post-adolescent, tu es en université ou tu étudies ou tes premiers boulots, tu sais que dans 5 ans, à peu près, bah, quand tu vas être père, tu vas passer au moins 3 mois potentiellement seul avec ton enfant. Et donc, du coup, tu sais que ça va t'arriver et tu projettes ce moment, donc forcément, tout ce qui se passe autour de l'univers du bébé, ça t'intéresse. T'es obligé même, comment on change des couches, quel type de produit il faut acheter. Moi, je suis étonné sur le nombre d'adolescents qui me posaient des questions sur mon congé paternité en Norvège. Mec. Et donc, c'est pas seulement le fait d'avoir un congé paternité de 2 semaines, un mois et demi, c'est le fait que les hommes vont se retrouver seuls avec leur bébé
qui change complètement le paradigme. Et moi, ça m'a vachement surpris parce que du coup, j'ai remarqué que beaucoup d'hommes aiment bien parler de bébés. C'est vraiment un sujet c'est un sujet commun. C'est-à-dire qu'en France, moi j'ai dit oui, les mamans, elles parlent de couches et de leurs problèmes de ventre et vas-y que je dois remuscler le périnée, etc. Et toutes les questions autour de la maternité que j'écoutais un peu de loin. Finalement, sur la paternité, on en discutait pas mal avec les Norvégiens. Ils sont complètement décomplexés dessus. Ils trouvent ça même hyper intéressant d'en parler. Donc voilà, ça m'a vachement surpris. Aussi le fait, bah, du coup, que dans le milieu du travail, tu t'imagines que les hommes, ils peuvent s'absenter entre 3 et 5 mois de leur boulot et que c'est hyper répandu. Donc, en termes d'égalité homme-femme au travail, en termes d'égalité des salaires, en fait, on est sur un pied d'égalité. C'est complètement différent de la France où tu sais que quand tu recrutes une jeune fille de 30 ans, potentiellement elle va te claquer des doigts pendant 3, 4 mois, voire 5. En Norvège, tu as le même risque pour l'homme comme pour la femme. Et ça change vachement, ça change beaucoup de choses. Et du coup, c'est assez rigolo parce que autour de la machine à café, souvent les petites blagues en entreprise, c'est à ton avis, ce mec-là, il va prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois de congé paternité, donc c'est plutôt des, des blagues au travail autour des bébés sont aussi bien faites autour des pères que des mères. Et ça m'a vachement marqué. Et ouais, ça amène des discussions que tu n'aurais jamais en France. Parce qu'évidemment, Jamais. les pères, soit même s'ils ont envie d'en parler, ils sont peut-être même pas autorisés à pouvoir aborder ces sujets parce que c'est un peu tabou quoi en France. Je sais pas si c'est tabou ou si on se l'invente un peu nous-mêmes. Ah Parfois, oui, je oui, pense que, pas faux. tu vois, je pense que c'est juste que, bon, bah, moi, j'avoue, on parle foot, je parle politique, perso, j'aime bien la politique, c'est des sujets, je me dis, bah, euh, moi, je me dis toujours, je vais emmerder les gars si je parle de bébé, je pense que Ouais. je vais pas intéresser les gens. Et tu vois, d'ailleurs, par exemple, quand j'étais en Norvège, une semaine après mon congé paternité, il y a la commune d'Oslo qui organise la journée du papa. C'est une super journée où elle dit, écoutez les pères, vous allez commencer votre congé paternité, on va vous réunir tous ensemble dans une crèche pour vous donner des conseils. Donc on était une vingtaine de pères être réunis avec une spécialiste qui nous donnait des conseils sur la motricité des enfants, l'alimentation, changer les couches, etc. Et surtout, ça nous permettait de nous rencontrer entre pères du même quartier. C'est là notamment où j'ai rencontré un père, Michael. Et en fait, au début, je me disais, mais de quoi je vais lui parler en fait? Est-ce qu'on va parler foot? Est-ce qu'on va parler bébé? Est-ce qu'on va parler voyage? Comme je suis français, est-ce qu'il va me parler de la France? Comme les Norvégiens adorent la Côte d'Azur et Nice, moi je suis jamais allé en Côte d'Azur, mais eux ils sont tous allés et ils adorent cette partie-là de la France. Est-ce qu'on va parler de ça? Je savais pas de quoi on allait parler et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, direct, Michael, il me pose des questions sur ma fille. Est-ce qu'elle fait ses nuits? Est-ce que je galère? Il me dit, mais comment même tu fais quand tu vas aux toilettes? Est-ce que tu la mets dans un parc? Donc, il commence à me poser plein de questions là-dessus. Et c'est comme ça qu'on se parle et que petit à petit, il me dit, bah tiens, viens avec moi la semaine prochaine. Je vais faire de la pêche dans le fjord d'Oslo. On met nos bébés dans nos sacs à dos et on va pêcher ensemble. Et je sais pas, d'une manière hyper décomplexée, à m'inviter à une activité avec ses filles, j'ai trouvé que c'était vachement, en fait, ça rend vachement vivant la période, et ça me fait dire aussi, bah finalement, toutes ces questions autour de l'éducation des enfants, ben c'est presque passionnant. Alors qu'avant, j'étais vraiment, je regardais ça vraiment de loin. Alors, quand vient ton tour donc de t'occuper de Nora, ta fille, comment est-ce que tu te sens? Ouais. Est-ce que tu dis ouf, allez, on y va, j'ai peur ou au final tu es très heureux? Non, oh, franchement, je suis plutôt heureux parce que au final, je suis plutôt heureux parce que j'ai quand même compris que j'avais plusieurs choses de sympa qui allaient être organisées avec ce congé paternité en Norvège. Donc j'étais quand même content. Le seul truc qui est un peu délicat, c'est que moi, je suis un peu étourdi, un peu désorganisé. Je n'ai pas forcément le planning en tête, et donc du coup, ma femme, elle n'était pas forcément très à l'aise avec le fait que je respecte pas le rythme de ma fille, etc. En termes de quand est-ce qu'on donne le lait, la nourriture, quel type de légumes. Et
et qu'il faut éviter aussi trop de sorties parce qu'il faut respecter le rythme de l'enfant, etc. Alors que moi, je suis plutôt impulsif et j'ai vite compris qu'en fait, ça allait pas le faire si j'étais juste dans l'improvisation, parce que j'ai quand même un peu galéré au début. D'ailleurs, le jour où la crèche nous a invités pour réunir tous les pères, bah, moi j'étais une demi-heure, voire 45 minutes en retard parce que j'avais oublié la tétine, j'avais oublié le sac de rechange. Enfin bon, j'étais pas forcément hyper organisé. Et donc du coup, c'est vraiment ça. C'est ce qui me faisait peur, c'est le rythme. Est-ce que je dois écouter le rythme, avoir un rythme et j'ai petit à petit écouté les conseils de ma femme qui me donnait d'écrire des post-it pour ne rien oublier. Et petit à petit, ce que j'ai aimé, notamment dans les rapports avec ma femme, et elle, tu sais, elle a dû lâcher prise, hein, parce que aussi on parle beaucoup de l'implication des pères qui pourrait manquer dans l'éducation des enfants, mais on parle aussi rarement du fait que beaucoup de femmes aient des difficultés à lâcher prise, à dire ok, ok, c'est toi qui t'en occupes, je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de mères qui veulent quand même garder le contrôle de l'éducation. Et la Norvège, elle leur dit non, 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 vous allez travailler, c'est le père qui va s'en occuper. Et Louise, elle me dit bah voilà, au bout de 2 mois, j'ai compris que c'est toi qui connaissais mieux le rythme de Nora que moi. C'est toi, Tristan, qui sais ce qu'elle veut. C'est toi qui sais si elle peut rester 1 heure de plus dehors pour crapahuter avec d'autres enfants. Et donc, du coup, petit à petit, elle a dû accepter que c'était moi qui drivais, qui prenait vraiment en main l'éducation de notre fille. Et c'est ce cheminement-là, quand on voit comment ma femme a un peu lâché prise, et du coup, elle en a quand même profité pour aller sortir avec ses copines. Elle en restait un peu plus au boulot parce qu'elle avait aussi la directrice de l'établissement dans lequel elle travaillait, elle voulait qu'elle s'implique plus. Donc, du coup, ma femme, elle s'est aussi plus impliquée professionnellement. Et moi, à l'inverse, je donnais le bain à la fille, je racontais toujours des histoires aux enfants, donc j'étais vachement, vachement impliqué. Donc, tu as eu la sensation de prendre beaucoup plus confiance en tant que père pour ce deuxième enfant parce que bah, tu étais le référent et au final, ce qu'on dit la figure d'attachement, Exactement. quoi. Oui, la figure d'attachement. Et je raconte notamment dans le livre, il y a l'anecdote où mon fils joue avec un chariot et écrase malencontreusement les phalanges de ma fille qui se met à pleurer. Donc, et forcément, c'est le drame et elle pleure très fort. Et il y a ma femme qui tend les bras pour la consoler. Et en fait, ça fait 3 mois qu'elle est avec moi toute la journée. Et la première chose qu'elle fait, c'est que elle veut les bras de son père pour se réconforter. Et donc, du coup, elle se calme dans mes bras. Et je vois que ma femme qui voit cette scène-là et qui doit se dire, ah ouais, quand même, il y a de l'attachement qui s'est formé entre ma fille et moi. Alors, elle rigole aussi parce que du coup, la nuit, eh ben, c'est pas elle qui se réveille pour, pour donner du lait, puisque c'est ma fille, elle voulait moi pendant la nuit. Donc, du coup, c'est moi qui me tape le biberon, les 3 décilitres d'eau pour une cuillerée de poudre en lait. 5 fois, ça fait 150 millilitres, je les connaissais par cœur. Mais ça t'a Et pas fait comme ça avec ton fils? ah non, franchement, j'avoue, avec mon fils, bah moi je bossais, Louise elle bossait pas, donc c'est elle qui se levait la nuit et moi je devais partir à 7 heures du matin. Enfin, c'était un deal implicite entre nous, quoi. En fait, on n'en avait même pas parlé. Et mais de toute façon, c'est ça qui est trop fort avec la société norvégienne, c'est que ça installe une discussion au sein du couple, ce système. Hmm. Imagine que toi, même toi Clémentine, tu as ton enfant qui va naître et tu te dis, tiens, j'ai 10 mois de congés parentaux à me répartir comme je le veux entre moi et mon mari ou mon mec, je sais pas si t'es marié. Tu te dis, qu'est-ce que vous allez commencer à en parler déjà. Vous allez vous dire, alors toi, est-ce que tu voudrais plutôt en prendre 3 et moi 7, moi 3 et toi 7? Est-ce que toi, tu as une envie professionnelle qui fait que bah, finalement, tu sens que c'est pas forcément le moment de t'arrêter longtemps, alors que lui, le mari, potentiellement, il se dit, oh, je suis entre 2 boulots, j'en ai un peu marre, je m'arrêterai plus longtemps pour m'occuper de mon enfant. En fait, il y a une discussion sur quel type de mère on veut être, quel type de père on veut être, quel type de couple on veut être. Et cette discussion, on l'a pas en France. Ah, c'est clair, tu as Où raison. c'est figé, c'est Elle figé. n'existe pas, cette discussion. Non. Et moi, je t'avoue que j'ai pas trop eu la discussion parce que ma femme, elle m'a dit, écoute, on fait 50-50. C'était une dictateur. Elle m'a dit, ok. J'ai dit, d'accord. J'ai suivi les conseils.
Mais je la remercie, hein. D'ailleurs, je lui dis, je lui dédie le livre, hein. Le livre, il est dédié à Louise parce que c'est elle qui m'a fait prendre conscience que ça pouvait être une super période et que c'était aussi un luxe, hein. T'imagines, tu vis dans un pays qui te dit tu peux t'arrêter 5 mois, t'es payé 100% pour t'occuper de tes enfants. C'est quand même magique. Il y a rien à dire. Donc du coup, j'adore cette société norvégienne parce qu'elle te fait poser des questions au sein du couple et ça transforme un système subi et figé en un système choisi avec une concertation au sein du couple. Et moi, je pense que c'est ce que dont la France a besoin, hein. C'est ce dont la France a besoin. Et je vais être honnête, hein, c'est sympathique d'allonger le congé paternité de 2 semaines à 3 semaines ou un mois. Je suis vachement impliqué dans ces questions-là en France. Je milite vachement, mais on va pas changer la société en donnant 2 semaines à un mois au père. C'est pas ça qui va changer la société. Ce qui va changer la société, et en tout cas moi, ce qui m'a changé et ce que je vois autour de moi qui change les pères norvégiens par rapport aux pères français, c'est de se retrouver seul, comme un grand, comme un homme, j'ai envie de dire, avec son enfant pendant 2, 3, 4 mois. Ça, ça change au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de son rapport avec son enfant, même son rapport avec sa femme, ça change énormément. Parce que du coup, moi j'étais plus dans l'attente de dire c'était Louis qui avait toujours les idées pour sortir les enfants. Et là, on va faire ça. J'ai vu qu'on pourrait aller en piscine, faire du bébé nageur avec Émile. C'était vachement elle qui était proactive, alors qu'avec Nora, comme je connaissais presque tout qu'on pouvait faire à Oslo, c'était plutôt moi qui disais écoute, voilà, qu'est-ce que je disais? Bah, tiens, je sais plus Clémentine ce que je Non, mais disais. si, dans le livre. Non, mais d'ailleurs, je trouve que dans le livre, ça m'a vachement marqué parce que tu dis, Ouais, avant toutes les questions d'éducation, qu'est-ce qui est le meilleur pour ma fille, je m'en fichais complètement et c'était pas du tout un truc qui oui, m'intéressait. Et aujourd'hui, je me pose même la question, est-ce que la pédagogie Montessori, c'est mieux qu'une autre? Voilà. Mais exactement. moi, ça m'a Mais frappé parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont de la charge mentale de nous, les femmes. Et nous, on s'y intéresse. Et ouais, rarement, ouais. vous prenez le lead là-dessus. Non, c'est clair qu'on est plutôt passif sur ces questions-là parce qu'on se dit oui, un enfant, bon bah, écoute, un enfant c'est un enfant, il va passer par toutes les étapes, il va apprendre à aller à un moment donné à marcher, courir, lire, écrire, Oui, et que en par fait, je magie, pense quoi. qu'on ouais, mais en fait, je sais pas, non, c'est comme si il y avait une société qui était organisée autour de ça et ça allait bien se passer, alors que en fait. La vérité, c'est que un enfant, ça a besoin de vachement d'attention, ça a besoin de vachement de suivi. Parfois, il y a des moments où il a besoin de son père ou de sa mère pour être assuré. Et puis, il y a tout un lien avec le personnel éducatif et médical aussi. Moi, en France, je te jure, je vais être honnête, hein, je suis pas allé dans une PMI. Quand mon fils il est né, je sais même pas l'adresse de la PMI. Je crois que j'ai pas fait un vaccin avec le pédiatre. Alors qu'en Norvège, j'ai fait tous les rendez-vous vaccins parce que c'était moi qui devais le faire. J'étais aussi hyper en lien avec le personnel éducatif de mon fils aîné parce que du coup c'est moi qui allais aux réunions parents-prof parce que ma femme elle bossait. Donc moi j'étais je bossais pas, donc du coup j'allais voir le personnel éducatif du jardin d'enfants de mon fils qui avait 4 ans à l'époque. Et d'ailleurs, même ça, tu vois, ça me fait rebondir sur le fait que il y a une chose qui est hyper différente et j'avais vraiment envie d'y aller rencontrer le personnel éducatif de mon enfant parce que contrairement à la France aussi, ce que je trouvais vraiment bien, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes dans ce qu'on pourrait appeler l'école maternelle de mon fils. Parce que en fait, la Norvège, elle réfléchit l'égalité homme-femme pas que comme nous en France en mettant des quotas de femmes euh, en politique ou dans les postes à grosse responsabilité dans les entreprises du CAC 40. La Norvège, elle réfléchit à l'égalité homme-femme aussi à travers des milieux où les hommes seraient potentiellement sous-représentés. Et donc elle met en place aussi des quotas d'hommes en disant voilà, dans le milieu de la petite enfance, les hommes sont sous-représentés, il faut que les directeurs d'établissements de crèche recrutent plus d'hommes. Ce qui fait que j'en parle avec notamment dans le bouquin, en France, il n'y a que 1,5% à 3% d'hommes qui travaillent dans les crèches et les écoles maternelles, là où en Norvège, c'est déjà 10 à 12%.
ça reste encore minime, hein. Mais moi, dans l'école de mon fils, ils étaient 30% d'hommes. Donc, du coup, quand tu vas accompagner ton fils à l'école, et ben, tu parles avec d'autres mecs. Potentiellement, je parlais même de foot avec le personnel enseignant. Et je sais pas, c'est comme si je me sentais intégré aussi à ce système-là. C'est comme si c'était pas un système pour les mères, entre les mères, dans une école dite maternelle. Ça aussi, ça m'énerve. Je commence à m'énerver, mais il faut que je me calme un peu. Mais comment on peut, en 2020, en France, appeler une école où on laisse ses enfants une école maternelle? Maternelle, ça veut dire materner, ça veut dire s'occuper des enfants comme une mère. Mais attends, mais depuis quand s'occuper des enfants comme un père, ce serait un drame? Donc moi, je te dis, l'école maternelle, ça fait partie de ces réflexions que la France doit avoir en égalité homme-femme. Pas que de dire aux hommes, vous devez vous occuper plus de vos enfants, vous ne le faites pas assez, c'est vous le drame de l'égalité homme-femme. Ça doit aussi se réfléchir sur des concepts forts d'inclusion des hommes dans les métiers de la petite enfance, et à commencer par changer ce nom d'école maternelle en école de la petite enfance ou école enfantine. Parce que quel homme a envie de travailler dans une école dite maternelle? Aucun. Moi, je me suis un peu enflammé là, Non, mais c'est intéressant, Clémentine, mais t'as raison, parce que c'est des choses acquises auxquelles on réfléchit. En fait, nous, les femmes, peut-être, on réfléchit beaucoup dans l'autre sens sur l'inégalité avec oui, les hommes, mais on vient pas regarder aussi de l'autre côté sur le fait qu'il n'y a pas assez d'hommes dans les métiers de la petite enfance, et que si on veut une égalité, il faut qu'on sache aussi que vous êtes autant capables que les femmes de vous occuper de petits. c'est clair. Quand tu commences ton long congé paternité, parce que 5 mois c'est long, même les femmes on aimerait bien parfois voir ça, est-ce que le travail ça te manque? Ou tout de suite tu arrives à basculer et tu crées ce lien avec ta fille qui fait que tu oublies tout le reste? J'ai rapidement quand même oublié le travail, même si j'avais certains collègues qui m'appelaient pour des dossiers et que j'essayais d'être aussi disponible. Parce que de toute façon, au travail, ça, j'avais trouvé ça vachement bien de ma chef. Ma chef, elle m'avait dit, écoute Tristan, pour être tranquille avant de partir, il faut absolument que tu recrutes quelqu'un pour te remplacer, que tu formes cette personne. Et on avait mis en place un projet de passation qui était super bien ficelé, parce que les Norvégiens, de toute façon, ils sont habitués à ce genre de phénomène. Et donc, du coup, j'avais vraiment carburé juste avant de partir pour vraiment bien laisser mes dossiers être tranquilles. Et donc, du coup, j'ai pu quand même me dire, tu es 100%, voire 130% avec ta fille, tu es tranquille, ça va déjà être du boulot. Et en plus de ça, il y a plein d'activités qui se passent autour. Donc, du coup, j'ai vite oublié le boulot et je me suis vite mis à chercher comment j'allais m'épanouir pendant cette période. Et puis aussi, j'ai rencontré aussi des pères français en Norvège, parce que du coup, en fait, quand même, ce qui s'est passé en fait pour mon cas, c'est que, comme je t'expliquais au début, souvent il y a les groupes de naissance où il y a les mères qui se retrouvent ensemble pendant 5 mois, et puis après les pères prennent le relais de ce groupe de naissance. Mais comme moi, ma femme, elle avait pas forcément, eu d'accroche avec les autres mères qui étaient dans son groupe de naissance, parce que bon, la Norvège te met en relation avec d'autres gens, mais c'est pas non plus dit que ça devient tes meilleurs amis pendant les 4 prochains mois, et que tu vas forcément être content ou contente de passer du temps avec des gens avec qui t'as pas forcément beaucoup en commun. Donc du coup, son groupe de naissance avait pas forcément abouti à beaucoup d'activités. Donc moi, j'ai pas pris le relais de son groupe de naissance, mais au lieu de ça, j'ai je me suis mis en contact avec des pères français qui habitaient à Oslo et qui étaient comme moi. Donc j'avais écrit sur Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle Les Français en Norvège. Est-ce qu'il y a des pères qui ont un congé paternité de plusieurs mois devant eux? On pourrait être ensemble. Et là, tout de suite, j'ai eu trois, quatre réponses directes, et du coup, je me suis plutôt consacré à faire créer du lien avec d'autres pères à Oslo plutôt que de m'occuper du boulot. C'était vous le gang des Barbapapa? Ouais, on était le gang des Barbapapa. Et c'était marrant parce que du coup, alors il y en avait, on était quatre. Il y avait Adrien. Donc Adrien, lui, il avait déjà fait un congé de paternité de 5 mois, donc c'était lui qui nous expliquait aussi un peu tout ce qu'on pouvait faire à Oslo. Il était assez confiant, et il donnait beaucoup de bons conseils. J'avais Fred, lui, il était auto-entrepreneur, donc il galérait un peu quand même entre le congé pat et son boulot, donc il prenait 2 jours off, 3 jours pour le boulot. Il avait réussi à trouver un deal avec sa femme.
Et il y avait Alexandre, il avait un troisième enfant, mais alors lui, il était encore pire que moi, il était un peu plus macho, il a dit, moi, jamais de la vie, je ferai un congé paternité aussi long. Et en fait, finalement, il avait jamais fait de congé paternité pour ses deux premiers enfants, mais pour le troisième, il a quand même finalement pris 4 mois parce qu'il a trouvé que, bah voilà, fallait s'intégrer en Norvège. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, mais ça, c'était trop drôle, c'est que Adrien, il dit, écoutez, moi, ma femme, elle travaille, elle a un chalet en Norvège, dans un fjord. Venez, on va passer un week-end tous les quatre avec nos bébés dans le chalet. Et là, je peux te dire que quand tu vas voir ta femme et que tu dis, écoute, avec 3 potes et nos filles, on va aller potentiellement dans un chalet, s'occuper de nos filles entre mecs. Et ben même si les Norvégiennes elles sont ultra féministes, égalitaires, etc., il y avait quand même des grosses résistances, hein. Parce que laisser sa fille comme ça aussi longtemps, il n'y a pas toutes les femmes qui le font. Et finalement, on l'a fait, on s'est bien marré, même si franchement, j'en raconte dans le livre, c'est un chapitre qui s'appelle Les 4 mousquetaires dans les fjords, ou un truc comme ça, où franchement, à 20h, on était tous couchés, on était tellement crevés, on avait tellement galéré avec les enfants que moi, en plus, ma fille, elle faisait pas ses nuits. On pensait jouer aux cartes jusqu'à minuit et refaire le monde autour de vin et des saucissons. Tu parles à 20h, on était tous en train de dormir, et à 3h du matin, on était tous à faire la queue avec les bouteilles de lait à réchauffer au micro-ondes pour que les enfants se rendorment. Enfin bon. Mais c'est des super souvenirs. Franchement, c'est des super souvenirs. Forcément, ça se passe jamais comme on le souhaite. Il y a toujours des péripéties. Il y a toujours la fille qui oublie la tétine, il faut rentrer. Il y a celui qui a oublié la couche, mais du coup, je passe la couche à mon voisin, on est solidaire. Enfin, il y a plein d'histoires qui se créent. Moi, dans l'adversité, on a créé des liens assez forts avec les potes, et puis du coup, c'est resté des amis, quoi. Et ça, franchement, c'est super cool. Et alors, ce long congé, qu'est-ce que ça a changé concrètement, toi, dans ton rapport à ta paternité? Ben moi, il ne se passe plus un jour sans que concrètement je donne le bain et je lise des histoires et des contes pour enfants à Émile et Nora. C'est-à-dire que j'ai presque un besoin. C'est bizarre de dire ça, mais c'est comme si c'est moi qui avais besoin d'avoir des moments avec eux. Et ça, c'est assez fort. C'est-à-dire que si j'ai plein de boulot et que je suis un peu débordé au niveau du boulot, quand même, je vais vraiment avoir besoin de prendre 30 minutes de pause avec eux, minimum, dans une journée. Donc concrètement, ça m'a créé un peu de dépendance. D'ailleurs, je sais même pas si c'est un peu malsain ce lien, mais en gros, vraiment, j'ai envie d'être avec eux et j'ai envie de m'amuser avec eux. Bon, j'espère que c'est pas Donc, malsain d'avoir envie d'être avec ses enfants. non, 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 c'est pas malsain, mais tu peux te dire, Bah non, c'est normal, ils sont et petits, eux, tes enfants. oui, mais c'est pas eux c'est eux qui ont besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin d'eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, euh, Ah non, moi je pense que c'est ça ce que tu ressens. Tu ressens ce que le parent figure d'attachement ressent. ouais. Et que tu avais sûrement jamais ressenti avant, en fait. C'est ça? Ouais, potentiellement, ouais. Ouais. Non, non, c'est clair. Et puis tu vois, par exemple, je suis vachement impliqué aussi, j'aime bien leur apprendre des choses. Donc, alors parfois c'est un peu la course, mais j'adore leur apprendre à jouer aux cartes. Là, mon fils a 4 ans, j'essaie de le faire jouer aux échecs. Je suis vachement dans le jeu. Donc, vraiment, moi qui suis pas très patient d'habitude, là, comme ce congé paternité, il m'a donné aussi un autre rapport au temps. Je suis devenu moins pressé. Je suis devenu plus patient dans le sens où j'ai compris que pour des enfants, ça prenait parfois un quart d'heure, 20 minutes avant de comprendre un concept, d'évoluer. J'ai aussi pris le temps pour apprendre à ma fille à marcher, quoi, tu vois. Donc, du coup, j'ai été vachement impliqué dans ces moments-là. J'ai toujours envie d'être impliqué. Là, il y a mon fils qui apprend à lire en ce moment. Bah, j'aime bien l'apprendre à lire, prendre au moins 10 minutes, un quart d'heure par jour pour relire les devoirs, etc. Ça me plaît en fait. Et je pensais pas que ça allait me plaire. Et je pense que ça m'a vachement, vachement changé. Alors j'ai trouvé aussi génial que tu admettes que ben, au bout des 5 mois, au moment où tu dois repartir au travail et que
cette parenthèse est terminée, bah, que c'était difficile le retour au travail, que c'était pas un truc inné et simple. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as vécu? Ben, en fait, je vais être honnête, j'ai l'impression que ma boîte, elle avait pas changé alors que moi j'avais changé. Et ça, c'était bizarre parce que, euh, en fait, c'était doublement bizarre parce que il y avait des femmes qui me disaient ça quand elles rentraient de leur congé mat en France et je rigolais en disant mais arrête, ça va, t'es maman, mais il n'y a pas tant de choses que ça qui changent, la vie continue, il est en crèche, il y a un peu plus de choses à penser. Mais moi, quand ça m'est tombé dessus, et que je suis arrivé un lundi et que la département finance m'a demandé un rapport et tout, j'étais là, mais où est-ce que je suis? La seule chose que j'avais envie, c'est d'être avec ma fille, à lui lire des histoires, et du coup, c'est changer de quotidien comme ça aussi brutalement, voilà, j'étais pas trop préparé. Puis en plus, comme euh, c'était moi qui avais trouvé une nounou pour Nora, parce qu'en fait, elle avait une place en crèche que dans 2 mois. Je devais trouver une nounou pendant 2 mois et donc en fait c'est moi qui avais recruté la nounou, passé une annonce, cherché quelqu'un pour s'en occuper et donc du coup la nounou elle s'adressait toujours à moi quand elle avait des questions avec Nora donc du coup quand j'étais au boulot je recevais toutes les 10 minutes des SMS de la nounou qui me disait ah pourquoi Nora elle veut pas manger sa compote, pourquoi Nora elle dort pas maintenant, etc. Je devais répondre à des questions en même temps que je travaillais et j'ai mis 3 semaines, un mois avant vraiment de récupérer, de retrouver le rythme que j'avais au boulot avant. Et tu vois, je sais pas comment dire, c'était assez, euh, en fait, j'avais besoin de temps, franchement, pour retrouver le rythme qui était le mien et aussi pour retrouver de la motivation en me disant, en commençant à me poser des questions existentielles que je me posais pas forcément, genre pourquoi je travaille, qu'est-ce qui est plus important pour moi finalement, c'est ma carrière ou de passer du temps avec ma fille, est-ce que vraiment je vais appuyer sur le champignon au niveau du boulot ou est-ce que je rentre tôt pour m'occuper de moi, mon enfant. J'ai commencé à me poser des questions que je me posais pas forcément avant parce que j'avais un schéma qui était plutôt tracé, qui était Tristan, t'as de l'ambition, carbure au boulot. Et, et donc voilà, donc il y a un peu, tu vois, ben, il y a un peu des doutes qui naissent dans c'est quoi son rapport à la vie, c'est quoi son rapport à la parentalité, c'est quoi son rapport par rapport au travail, etc. Et ces questions-là, je les avais pas eues forcément avant, et elles ont ressurgi quand j'ai repris le boulot. Et je me suis dit, prends ton temps pour tes enfants. euh, et le boulot, tu auras le temps d'avoir une carrière, plus de 35 ans. J'ai pas besoin d'être un homme pressé. Eh ben, alors, toutes ces questions, elles t'ont amené aussi à finalement à devenir militant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est devenu un sujet qui t'anime et un combat, hein, on peut le dire? Ouais, c'est clair. Ça m'a amené à être militant et parce que ce que j'ai vécu, j'ai trouvé ça à la fois une chance pour les pères que j'avais pas eu en France, mais presque aussi un devoir en fait. Et le contraste que j'ai vécu entre la France et la Norvège, ça m'a fait vraiment dire, mais pourquoi la France n'a pas adopté ce mode qui, franchement, existe en Norvège depuis les années 90. Plus, hein, le congé paternité d'au moins un mois, il date de 1990 en Norvège, donc 30 ans. Donc c'est pas, je parle pas d'un nouveau truc que la Norvège a mis en place, c'est vraiment installé. Et, et ce décalage que j'ai vécu pour moi, en fait, je le souhaite à tous les autres pères, je le souhaite à tous les autres mères, parce que, comme j'explique dans le bouquin, ce congé parental alterné, les premières à en bénéficier, ce sont les mères, moins discriminées, qui vont partager plus la charge mentale et, euh, et qui vont aussi voir leur mari s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants. Et donc, du coup, il y a eu tellement d'émotions qui sont parties de cette expérience et que j'en ai fait un blog en fait. C'est quand même comme ça que ça s'est né et que j'ai fait un blog et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui s'intéressaient à cette question, alors que franchement, je pensais pas forcément. Et je me suis dit, la France déclare que l'égalité homme-femme doit être une priorité dans les prochaines années à venir. S'il y a bien une politique qui va
être un pilier pour garantir le succès de cette politique, c'est bien un congé parental alterné qui va non seulement moins discriminer les femmes sur le marché du travail, mais aussi moins discriminer les hommes dans la sphère domestique. Bah justement, ce combat, tu as eu l'occasion d'aller en parler à Adrien Taquet, le secrétaire d'État en charge des affaires familiales. Est-ce que ta rencontre avec lui, ça a eu un effet ou tu as senti que l'État était en train de prendre conscience de ce problème? Ben, en fait, je dirais que l'État est lent. Il est lent parce que il n'a pas les moyens de ses ambitions. Moi, ce que j'ai senti, c'est que en fait, il y avait une grosse question budgétaire derrière. C'est-à-dire qu'en gros, et je vais juste donner un petit chiffre, donner un ou 2 mois de congé paternité 100% rémunéré en France, ça voudrait dire que l'État investisse en gros entre genre 700 millions d'euros potentiellement par an, voire 1 milliard selon les chiffres. Mais tu vois, il y a quand même un enjeu budgétaire. Et je pense que l'État, il est un peu prisonnier de ça, c'est-à-dire qu'il se dit, ah, il va falloir réengager euh, budgétairement, alors qu'on est déjà endetté, alors qu'il y a d'autres priorités potentiellement sociales en France. Et je vois bien que, en fait, dans le fond, Adrien Taquet me dit, mais c'est super comme modèle, c'est vers ça qu'on doit tendre. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément les moyens de le mettre en place. Et donc, du coup, ça tourne un peu. On regarde un peu les autres pays. Alors, le Portugal a avancé, l'Espagne a largement avancé, la Suède, la Norvège et la Finlande, c'était déjà le cas. Mais nous, on est vachement à la traîne. Et, euh, et je pense que ce qui bloque, c'est le financement. Et c'est ça que j'ai ressenti vachement avec Adrien Taquet quand je l'ai vu. C'est-à-dire que oui, sur le fond, mais sur la forme, ça va être compliqué. Alors j'ai donné des pistes, hein, parce que du coup, la Norvège, elle rétribue à 100% les salaires des pères et des mères, mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait en contrepartie? C'est qu'elle propose pas de place en crèche avant que l'enfant ait 1 an. Donc Il y a elle une réalise économie. aussi des économies. Ah bah ouais. C'est-à-dire que budgétairement, il y a des études qui ont montré qu'un enfant, ça coûterait environ 1700 euros par mois en crèche, entre le personnel à payer, les frais de structure, les assurances, etc. L'État dépense en moyenne 1700 euros par mois pour un enfant en crèche. Ah, franchement, si tu donnes 2000, 2200 euros, j'en sais rien, le salaire médian en France, c'est à peu près ouais, de 1800, 2000 euros par mois au père pour s'occuper de leur enfant, bah, finalement, tu peux te dire que dans la balance budgétaire, ce que tu dépensais en crèche, tu peux le dépenser en congé parental. C'est une piste. Je dis pas que ça va faire un jeu à somme nulle, hein, parce que forcément que il y aura forcément toujours besoin de crèches en France. Euh, mais au moins avoir des pistes de réflexion, on se dit comment je peux faire des efforts budgétaires sur d'autres postes pour financer le congé paternité ou le congé parental. Donc c'est en cours de réflexion et le nerf de la guerre, C'est comme en d'hab, cours de c'est l'argent. réflexion. C'est en cours de réflexion. Ça devrait arriver avec, je pense qu'ils vont arriver avec quelque chose qui va dire congé paternité d'1 mois. Hmm. Et puis il faut déjà se réjouir de ça. Je pense qu'il faut pas non plus faire la fine bouche et que si ça arrive, c'est déjà cool, c'est déjà un super pas en avant. Mais moi, je peux te dire, je lâcherai pas le fait que le modèle nordique, il sera toujours en avance et que ce que la France s'apprête à faire en 2020 a été fait il y a 30 ans en Norvège en 1990. Donc, il y aura pas de quoi, il y aura pas de quoi dire on est les champions de l'égalité homme-femme parce qu'on fait ça, tu vois. Mais c'est comme tu dis, on va pas faire la fine bouche, ce serait déjà bien. T'as eu beaucoup de relais dans les médias. Est-ce que ça t'a surpris ou au contraire ça montre que bah, ça devient une vraie question de société aujourd'hui? Ça m'a vachement surpris, mais ce qui m'a surpris en fait, c'est que j'ai eu beaucoup de relais dans les médias féminins. Mon blog, mon engagement au départ, il était pour les pères. Et, et d'ailleurs, quand j'écrivais mes histoires dans mon blog, je me disais, je pensais à mon pote Julien, à mon pote Jérémy, à mon pote Philippe Tachou, etc. Je disais, ah, j'aimerais bien que vous lisiez ça. Dès mon troisième article, j'ai compris qu'en fait, 90% des lecteurs, c'était des lectrices. Et donc, du coup, que, en fait, finalement, c'était les femmes qui s'intéressaient plus à la question du congé pat que les hommes. Ça m'a surpris. Et puis, dans les médias, bah, c'était la même chose. Qu'est-ce qui s'est intéressé à moi?
tous les médias féminins, les Marie-Claire, les Femmes Actuelles, je ne sais pas si j'ai le droit de donner des noms Si, bien sûr, vas-y. ouais, euh, les Simone Média par exemple, les médias féministes, euh, et aussi quand même, et là j'étais content, les médias plus généralistes qui ont France Info, Brut, etc., qui sont venus aussi soit en Norvège me filmer, soit pour la sortie de mon bouquin m'aider à faire la promotion. Ce qui m'a surpris, c'est vraiment que c'était un projet porté par les femmes en France et porté par les médias féminins. Et même les personnes qui m'achètent dans mon bouquin, ce sont aussi des femmes et qui m'écrivent pour me dire ah j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé ton bouquin, c'est plutôt des femmes. Et donc ça m'a vachement surpris, mais quand même ultra positivement que petit à petit je vois qu'il y a plein de mecs qui commencent à s'engager, de plus en plus d'ailleurs. C'est juste que je pense que c'est ce que me disaient mes potes, ils me disent Tristan, on lisait tes histoires, on les cliquait sur tes liens, on les écoutait tes vidéos, c'est juste qu'on réagissait pas, on montrait pas. En fait, j'allais pas montrer à tout le monde que j'aimais ton truc, que j'allais envie de j'allais pas partager tes histoires parce qu'après ça allait me retomber dessus. C'est ça qu'il me disait. Et en fait, il y a une sorte d'adhésion passive du monde masculin autour de cette question, mais qui est en train d'évoluer et qui va évoluer super rapidement. Là, j'ai confiance. Et je pense que moi, j'ai aidé aussi un peu à décomplexer ça à mon niveau, en disant, les gars, on a le droit d'en parler, on a le droit de kiffer, on a le droit de ne pas aimer, d'aimer, on a le droit D'être impliqué. de- d'être impliqué, de parler de parentalité. Après, je veux dire, les femmes, elles monopolisent le truc. Enfin, c'est hyper dur aussi d'avoir une place dans le milieu féminin de la parentalité. Moi, il y a plein de femmes qui m'ont dit, regardez ce blog de mec qui connaît rien. Enfin, j'ai été critiqué par plein de femmes sur le fait que je faisais mal des choses. Enfin, vous êtes aussi à certains égards dans le jugement Hmm. perpétuel. Enfin, il y a des choses hyper dures hein, que j'ai pris dans la tronche. Euh, ah regarde, sa femme, elle allaite pas parce que du coup, tu vois, par exemple, il y a la question de l'allaitement Hmm. en Norvège qui est posée. Ah, il faut allaiter plus aussi longtemps. Si les hommes se mettent à s'en occuper des enfants, la femme va plus allaiter. Nanana. Enfin, il y a une sorte d'agressivité. C'est pas si simple que ça comme sujet, je trouve. Et quand t'es un mec, que t'arrives là-dedans, t'es vachement vite balayé, parfois décrédibilisé aussi. Mais je trouve que c'est aussi hyper passionnant parce que du coup il y a des échanges qui se créent. Ça me permet aussi moi d'essayer de faire vachement attention sur la manière dont on écrit les choses quand on parle de ces sujets-là, parce qu'il y a des femmes qui sont dépressives après des accouchements, mais il y en a pour qui ça se passe très bien. Il y en a qui veulent absolument passer un an avec leur bébé, il y en a qui veulent passer un jour. Enfin, tout le monde est différent. Et moi, j'ai juste essayé de dire à travers mon livre, il y a un système qui est à 2 heures d'avion de chez nous, qui rebat les cartes de l'égalité homme-femme, qui donne la place à qui veut dans le couple, qui est basé sur la concertation. Allez-y. Et franchement, j'ai vu les Français sont prêts pour ça, et les Françaises. Et j'espère que ce combat, ce débat va continuer dans les 2, 3 prochaines années, parce que un mois de congé pâte, et ben on va pas s'arrêter là. On sera plus exigeant et on ira toujours plus loin. Ma dernière question, elle concerne tes potes, justement. Parce que j'ai trouvé que dans le livre, c'était hyper révélateur, la discussion que tu as avec tes potes quand tu rentres à Paris avant de prendre cette décision de passer 5 mois avec ta fille, où on peut pas dire que ça fasse l'unanimité et que tu sois encouragé à le faire. Là, tu étais en train de dire que plutôt passivement, ils lisaient tes choses, tes articles. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont convaincus que ça pourrait être bénéfique pour eux? Il y a eu une énorme évolution. Franchement, je suis content de voir que, en fait, ce qui les a vraiment rassurés, c'est tout ce que j'ai raconté au niveau de l'isolement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui les avait complètement freinés vis-à-vis de ce concept. C'est pas forcément l'image du mec qui va s'occuper du bébé, parce que finalement, le mec viril, etc., c'est un peu fini. Je veux dire, euh, on voit tous des mecs dans la rue avec leurs poussettes, avec leurs porte-bébés. C'est fini le mec, l'image du mec dont la virilité serait incarnée par des muscles, ramener l'Afrique à la maison et être le père de famille patriarche qui décide des grandes décisions, je ne sais quoi. Non, je vois que ça a vachement évolué.
il y a un côté, en fait, je pense que les hommes, mes potes, ils me disent, il y a aussi un côté un peu papa star. Ce qui me fait trop rire aujourd'hui, c'est que je vois mes potes sur Insta ou sur Facebook qui se mettent en train de se mettre en scène pour montrer comment ils s'occupent de leur enfant, qu'ils font des jeux concours avec leurs enfants, euh, les selfies dans le parc, la barbe à papa pour l'aîné, etc. Je vois qu'il y a une nouvelle mise en scène des pères. Et d'ailleurs, je voulais écrire un article qui s'appelle Papa, c'est quoi un Instadad? Quand tu vois les Instadad, mais bientôt on va être plus populaire que les Instamums parce que ça va être un concept nouveau. On va les voir s'amuser avec leurs enfants en bande, individuellement, et faire des stories, générer des likes. J'ai vu leur changement et ça m'a fait trop rigoler et, euh, et je pense qu'en plus, dans ce monde aujourd'hui où les choses, les repères changent hyper rapidement, il est possible que les mecs, comme mon pote Julien, qui me disait, bah tu vois, franchement, au départ, je regardais ton truc de loin, mais maintenant, franchement, j'ai presque envie d'avoir un troisième pour pouvoir déménager en Norvège et vivre ce qu'il a vécu. Et je pense que ça, c'est des histoires c'est ouais, des phrases que les potes m'ont dit, mais de plus en plus. Et c'est clair que c'est une évolution trop encourageante. Ah ben, je t'avoue que quand on lit ton livre, j'ai fermé le livre, j'ai dit, bon, soit on déménage en Norvège, soit un jour j'engage une jeune fille au pair norvégienne ou suédoise, j'en sais rien, mais juste pour avoir ce modèle chez moi dans mon, dans mon foyer pour voir ce que ça fait. Et la chance, finalement, c'est une chance incroyable. Et il y a 2 semaines, il y a eu un épisode avec Marion Querc qui a fait un documentaire sur la Suède et le fait qu'ils aient aboli les violences faites aux enfants. Donc, je pense qu'on a tous en tête que, voilà, quand même, les pays nordiques, ils ont compris un truc qu'on n'a pas encore très bien assimilé. C'est clair, mais ils vont vraiment loin. Tu sais, j'en parle dans le bouquin, par exemple sur l'inclusion, parce que là on parle de Ah oui, l'égalité c'est vrai. homme-femme. Mm. Moi, c'est un sujet que j'ai hésité à l'écrire dessus parce que c'est un sujet un peu plus touchy. Mais je le trouve pas inintéressant, c'est de dire il n'y a pas il y a pas qu'une sorte de famille, hein. Il y a plusieurs formes de famille aujourd'hui dans le monde, famille monoparentale, des familles couples homosexuels, hétérosexuels, et c'est important pour les pays nordiques que tout le monde ait sa place. Et c'est vrai que je raconte le jour où l'école de mon fils, donc il a 4 ans, il leur emmène faire une sorte de gay pride dans les rues d'Oslo, où je vais le chercher à l'école et je le vois tatouer des drapeaux LGBT. Il a 4 ans, mon fils, tu vois, et je pense pas que tu verrais ça en France. À ma connaissance, tu verrais pas ça en France. Je me dis, les pays nordiques sont vachement déculpabilisés par rapport à ça. Ils disent, ça existe dans la classe de ton fils, Tristan. Il a des copains qui ont 2 papas, 2 mamans. Il faut qu'ils comprennent que ça fait partie des normes et qu'il n'y a plus qu'une seule norme. Il y a différentes formes de parentalité et que quand on les fait défiler dans la rue à Oslo, c'est pour célébrer ça. C'est plus quelque chose de politique, c'est quelque chose de juste sociétal. Et mais je t'avoue que quand tu vas chercher ton enfant, que tu habites en Norvège, tu vas chercher ton enfant dans la crèche et que tu le retrouves avec un drapeau de la Gay Pride et des tatouages dessus, alors que moi je suis hyper ouvert, moi-même je vais faire la Gay Pride, moi-même j'emmènerai l'enfant faire la Gay Pride, le fait que c'est l'école qui fasse ça, ça a perturbé mes repères aussi de manière assez forte. Et encore une fois, c'est les pays nordiques qui font ça. Et peut-être qu'en 2050, on verra ça en France. Ben, merci beaucoup, Tristan, d'avoir répondu à toutes mes questions. En lisant ton livre, à chaque fois, j'étais là, ah, faut que je pose cette question. Ok, non, faut que je pose cette question, c'est trop intéressant. Et je sais que c'est un cadeau que j'offrirai à mes potes s'ils deviennent pères parce que je pense qu'il faut qu'ils comprennent. Ah, super, c'est clair, c'est un super cadeau à Mm. offrir pour tout jeune papa. Pour toute personne qui aime l'égalité homme-femme, qui a envie de s'évader avec le système scandinave, qui est même, je dirais, Enfin, même surtout offrez-le à ceux des... qui sont sceptiques. Ah Exactement, ouais. exactement. Offrez-le à ceux qui vous disent le congé paternité, c'est un truc de ringard. Offrez-le à eux. Parce que c'est écrit par quelqu'un, moi, qui n'était pas forcément féministe à la base, j'étais pas forcément
première personne avec des grands concepts égalitaires, c'est vraiment le système qui m'a transformé. Bon, après, précisons que tu es mariée à une Norvégienne, donc quand même, quelque part, tu étais un petit peu ouvert à ce genre de questions. J'avoue. Mais elle m'a pas laissé de choix. Merci beaucoup, Tristan. Merci, Clémentine. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. C'était Tristan Champion, auteur du livre La barbe et le biberon aux éditions Marabout. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte, et vous pouvez retrouver plus d'informations sur la matrescence sur les réseaux sociaux @lamatrescence, sur Instagram surtout, et un peu sur Facebook. J'ai aussi ouvert un compte YouTube avec des cours de yoga réservés aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans. Alors à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.